Alors d'abord, votre ami Patrick Pazin, il est là, éditeur, applaudissez-le. Et aujourd'hui, le monde de l'édition, c'est pas simple. Parce que dans le monde de l'édition, évidemment, les gens malheureusement ne lisent plus, pas vous, mais la plupart des publics ne lisent plus. Et puis, ce que j'aime aussi chez Patrick, c'est qu'il prend beaucoup de risques. Parce qu'il publie des gens qui ont des informations, qui ont des choses à dire, mais que les Albin Michel, les Robert Laffont ne veulent pas publier à Toulouse. Bravo! Je l'ai rencontré pour la première fois chez notre ami avec Alexandre Juvin Brunet. On avait fait une belle conférence ensemble à Reims. Et aujourd'hui, il parle du graphène. Vous êtes aussi un des pionniers de ce graphène. Et le graphène, voilà quelque chose dont évidemment personne ne veut parler. Comme si c'était, on va dire... Et d'ailleurs, vous savez, j'ai fait une émission avec vos amis, d'ailleurs vous deviez être là, vous n'étiez pas là, mais bon, c'est pas grave, ça arrive, avec notre ami Dr Yim, et j'ai été censuré. J'ai été censuré à cause du graphène. Donc j'ai l'impression que le graphène, c'est touché dans le mille. Le vaccin et le graphène, on touche vraiment dans le mille, on va dire, à l'intérieur de la matrice. Donc applaudissez-le. Marc Daoud, j'adore Marc Daoud. Pourquoi? Parce que Nexus, voilà un vrai travail de journaliste. Vous savez, faire du papier, faire des magazines papier comme ils le font, c'est énormément d'argent, c'est énormément de moyens, et c'est énormément de travail, et sans subvention d'État. Est-ce que tu as la TVA 2.1? Non, je sais pas. Quand même, au moins. Ils nous l'ont enlevé pendant 2 ans. Ah, et pourtant ils vous l'ont enlevé. Voilà. À cause d'un article sur les vaccins. Voilà, donc voilà où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire qu'à cause d'un article sur les vaccins, on a supprimé un taux de TVA réduit qu'ont les journalistes. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les grands médias subventionnés, les Figaro, les Libé, etc., en plus de la subvention, en plus d'être pris en main par les milliardaires, par les Mathieu Pigasse, par les Zabiniel, etc., et les Bolloré et compagnie, ils ont droit aussi à des taux réduits, aussi à des impôts réduits, enfin tellement de choses réduites. Donc applaudissez-le, Marc Daoud. Et notre ami Lucien Cerise. Notre ami Lucien Cerise, il est là ce soir. Il était tout à l'heure chez nos amis russes, hein, pour la littérature franco-russe, c'est ça? Le salon du livre russe. Et voilà, est-ce que je peux dire que c'est un intellectuel quand même? Voilà, quand même. Bon, lui aussi, dans ses livres, nous apprend tant de choses que vous ne voulez pas que vous sachiez. Donc, applaudissez-le. Nous allons... Voilà, donc, ce soir, c'est la liberté, c'est la vérité. Et c'est pour ça que je soutiens aussi notre amie Géraldine, qui a appelé son groupe La Vérité Libère, parce qu'en effet, la vérité libère. C'est parce qu'on sait les choses, qu'on est mieux informé, qu'on peut mieux lutter contre un État, il faut le dire, qui veut notre peau. Il faut le dire, hein. Beaucoup parmi des gens proches de la famille nous disent « Ah mais l'État quand même, ils veulent notre bien ». Et je remarque depuis cette fameuse crise sanitaire de Covid que nombre de Français trouvent en l'État une forme de, comment dire, je dirais de parents. Voilà. Ils ont même remplacé leurs parents, tiens, l'État. Eh ben non, c'est faux. L'État ne veut pas votre bien. L'État veut vous enfermer, l'État veut vous contrôler, l'État veut prendre votre argent. On le voit d'ailleurs avec ces Jeux Olympiques, où ils veulent nous faire le ticket à 4 €, et puis aussi des QR codes pour marcher dans Paris. Voilà, l'État n'est pas là pour votre bien. Et je suis vraiment très content ce soir parce que on a, et ça donne vraiment beaucoup d'espoir, parce que des fois, on est, comment dire, on est déprimé. On se dit, oh là là, mais pourquoi on fait ça? Dans ma famille, ils y croient pas. Parmi mes amis, ils y croient pas. Et je sais que parmi vous, vous vivez cette même situation. Et on se dit, mais non, mais ça changera jamais, c'est pas possible. Et quand on vient là, ici, avec vous, qui est une nouvelle famille, peut-être une famille, il faut se dire, eh bien, on a cette bouffée d'oxygène. Et puis je voulais vous dire un petit mot. Pour moi, vous êtes des héros. Je vous dis, vous êtes des héros. Et il faut que vous vous considériez comme tels. Moi, je vois trop de gens qui se disent non mais bon je suis pas très bon, je suis pas ceci, je suis pas cela. Non,
vous avez eu le courage, et c'est pas rien parce que peu de monde l'ont eu, vous avez eu le courage de dire non aux mesures sanitaires de l'État, de dire non aux mesures même fiscales, ce que vous voulez, de l'État. Et ça, ce n'est pas rien. Parce que vous avez dit non contre tous. Contre tous. Et c'est pas évident. Parce que vous voyez très bien que l'homme est un animal social. C'est-à-dire qu'il ne veut pas être seul. Et pourtant, vous avez pris le risque, parfois, d'être seul contre tout le monde. Et pour ça, je veux vraiment que vous vous applaudissiez. Alors, nous allons commencer, tous ensemble. Je vais poser quelques petites questions à nos amis qui sont ici présents. Mais ce que j'aimerais aussi, si vous le voulez bien, c'est que la salle aussi puisse vous poser des questions. C'est intéressant, on n'est pas là, on n'est pas à la Sorbonne, on n'est pas à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Nous, on est des petits gars comme vous, on n'est pas mieux, hein, et c'est important que nous tous, nous communions, et donc que vous puissiez poser des questions à nos invités ici présents. Mais je vais juste poser 2-3 questions comme ça, vite fait, hein. Et puis après, voilà. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle ou c'est... Il n'y a pas de micro? Bon, bah alors la personne se lèvera et puis voilà, de sa belle voix pourra dire, pourra poser une question. Ben, d'abord, ma première question, elle va à notre ami Pazin. Comment tu fais pour trouver tous ces auteurs, des auteurs résistants? Ah. Voilà, comment toi tu travailles par rapport à ces grandes maisons d'édition que sont les Robert Laffont, Albin Michel, etc., qui reçoivent en plus nombre d'argent, qui ont leurs auteurs qui passent à la télé mainstream, et pour survivre en tant qu'éditeur, et comment tu fais justement pour trouver des auteurs? D'accord. Alors déjà merci à tous d'être présents aussi nombreux, c'est une belle surprise. Plus fort. D'abord je vais peut-être me lever. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Bah tiens, prends ce micro. Alors je me rassois. Alors, la première question, est-ce que c'est meilleur là? Oui, c'est meilleur. Est-ce que je m'entends? Ouais, mais ça va me cogner le nez. Bah lui, non mais il est surtout éditeur, hein, il parle pas en public. Alors, par rapport à la première question, comment je trouve les auteurs? En fait, c'est de deux façons. Donc, je dis pour les futurs auteurs qui sont présents parmi nous. Soit ils nous envoient leur manuscrit, et effectivement, de moins en moins d'auteurs qui publient des livres, effectivement, on va dire de lanceurs d'alerte, s'adressent à des grosses maisons parce qu'ils savent que de toute façon, il n'y aura pas de réponse. Et donc ça, c'est la première façon, c'est de nous envoyer un manuscrit. Alors on en reçoit beaucoup, donc ne vous étonnez pas si on n'a pas toujours des accusés de réception immédiats ou des réponses immédiates, parce que c'est vrai qu'on est vraiment très sollicité. Et puis la deuxième façon, en fait, c'est il y a des sujets, parce qu'on a l'impression, alors en France, il y a à peu près 60 000 livres qui sortent chaque année, et on peut avoir l'impression que tout a déjà été publié sur tout. Et bien en fait, ça n'est pas vrai. Et donc en fait, nous avons des idées, et parfois nous cherchons des auteurs sur tel sujet. Bon, d'entre nous, ça n'est pas filmé, là. D'accord. Un petit peu, bon. Mais c'est filmé entre nous. Bien, par exemple, j'ai demandé à une auteure de faire un sujet contre l'OMS. Parce qu'en fait, il n'y a rien. Sur l'OMS, il n'y a rien. Or, en fait, on découvre que à notre insu, ils sont en train de passer en fait, c'est comme s'ils étaient en train de faire de l'OMS une institution supranationale, qui va même s'occuper du climat. Qui sait, par exemple, que l'OMS a embauché alors je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est une femme très intéressante, mais elle est chargée de s'occuper du climat au sein de l'OMS. Et en fait, ce que l'on voit, ce qui est en préparation, en fait, c'est que l'OMS, évidemment, institution irréprochable en matière de gestion de la santé, financée par des lobbies, des billets, etc., donc irréprochable évidemment.
Donc en fait, on constate que des questions comme le climat n'appartiendront plus au GIEC, qui sera simplement une agence d'information. J'ai pas dit propagande, hein. J'ai dit information. Et qu'en fait, les décisions concernant nos vies, ce sera l'OMS qui aura le pouvoir de les imposer. Alors, nous avons eu de la chance. Merci aux États africains. Parce qu'en fait, cet été, je regarde parce que je sais nous avons quelques amis du Cameroun qui sont là ce soir. Et donc, en fait, les États africains, pendant l'été, ont dit qu'ils ne signeraient pas le nouveau contrat que prévoit l'OMS. Bon, cela dit... Et je trouve que c'est vraiment très important que le monde entier puisse s'exprimer. Ah ben voilà, je vois nos... donc merci entre autres au Cameroun qui a fait en sorte que ce texte ne passe pas. Alors ça va revenir à la charge, ça revient à la charge. Ils ont un peu de temps encore devant eux. Mais l'objectif effectivement c'est que tout ce qui concernera le climat sera décidé par l'OMS. Alors l'OMS évidemment sont des gens non élus, qui n'ont aucun devoir vis-à-vis de personne, qui n'ont aucune responsabilité, qui sont... Enfin bon, vous verrez quand nous publierons le livre. Alors maintenant, la question, c'est comment nous survivons. Ça, c'était ta deuxième question, donc merci Mike. Oui, comment tu fais justement sans l'aide médiatique de ces grandes chaînes de télé, de ces radios, sachant que des auteurs vendent plus que le dernier Emmanuel Valls, qui s'est vendu à 50 exemplaires. Oui, nous avons, de mémoire, je n'ai pas d'auteur qui ait fait moins de 50 exemplaires. Bon, même en des temps difficiles comme aujourd'hui. Alors, en fait, on a... Déjà, je dois dire qu'il y a des médias qui sont fondamentaux. Nexus, évidemment, parce que ça nous permet d'avoir une voix. François, évidemment. Donc merci à vous. Il y a même une chaîne dont j'ai vaguement entendu parler, animée par quelqu'un avec un nom un peu bizarre qui s'appelle la chaîne s'appelle Géopolitique Profonde. L'animateur a un nom imprononçable, donc je ne me risquerai pas à le prononcer. Donc encore une fois, merci à vous pour ce que vous faites. Donc en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que là je viens de citer quelques-uns des plus importants dans notre univers, parce qu'effectivement on n'a aucun accès au BFM, etc., etc., aucun. D'ailleurs, il y a 20 ans, quand je faisais des services de presse, j'envoyais 400 livres, Europe 1, RTL et compagnie, etc., etc. Alors c'est plus la peine en fait. Maintenant, ça n'est pas la peine d'envoyer des livres à France Inter, à Europe 1, enfin vous les connaissez, hein, je veux dire, c'est d'autant moins intéressant qu'en plus, ce qu'ils font, c'est que les livres qu'ils reçoivent en service de presse, on les retrouve chez les soldeurs vendus à 2 ou 3 euros alors qu'ils ne sont même pas encore sortis en librairie. Ben oui, parce que les journalistes les reçoivent, alors en même temps on peut les comprendre, ils reçoivent des dizaines voire des centaines de livres, et bien ils vont les revendre, Et d'ailleurs, une fois j'ai un auteur qui m'appelle furieux en me disant « Quoi, tu as déjà soldé mon livre ?» Comment ça? Alors que le livre n'était pas encore parti en librairie. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est parce qu'un journaliste était allé vendre le livre chez Boulinier, etc., etc. Bon, voilà. En fait, oui, alors pourquoi nous en sortons? Parce qu'en fait, on a créé un site qui s'appelle novimondi.com qui nous permet de faire des ventes directes et surtout de contourner la censure, parce que par exemple, le dernier livre que nous venons de publier, c'est le livre d'Hélène Banoun, que certains d'entre vous connaissent. Donc Hélène, qui est une ancienne biologiste, pharmacienne, directrice de recherche à l'INSERM, nous avons publié son livre qui s'appelle « La science face au pouvoir ». Et par exemple, des magasins Fnac lui ont dit « Nous refusons de vendre votre livre ». Alors pourquoi? Il n'y a pas de raison. Je veux dire, parce qu'en plus, c'est une vraie question. Le Covid a montré que la science n'est plus de la science, c'est du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens au pouvoir qui imposent le contraire de ce qu'est la science. Et justement, la science doit être contradictoire, d'ailleurs, comme vous le savez. Gaston Bachelard disait en science, une vérité est une erreur non démontrée. Une vérité est une erreur non démontrée. Ah ben, maintenant, c'est fini. Je veux dire, une vérité officielle est une vérité, point, basta. Et il n'y a plus de place au dialogue. Et donc, en fait, des magasins Fnac, mais également des librairies indépendantes, plus petites,
disent bah non, on ne commandera pas votre livre. Et du coup, c'est une façon de nous en sortir, ça a été de créer ce site de vente en ligne directe, parce que parce qu'en fait, on a peut-être déjà quand la Fnac censure, ça fait du monde en moins, quoi. Et puis c'est pas les seuls. Donc merci à vous. Merci pour vos achats, merci de lire nos auteurs. Parce qu'effectivement, il n'y a rien de pire pour un auteur que de vendre 50 livres. Mais celui-là, il n'y a pas de doute, on le reverra quand même. Mais voilà, je crois que j'ai répondu à tes questions, parce que je ne vais pas monopoliser, parce qu'après... On n'a pas bien compris le nom de votre site, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors c'est Novi Mondi, c'est du corse. Alors je ne suis pas corse, mais Novi Mondi, Novi Mondi, Nouveau Monde. Parce qu'on travaille sur d'autres choses, en fait. On travaille par exemple sur un projet de radio avec de la musique des plantes. C'est-à-dire que pendant 24 heures sur 24, on diffusera de la musique des plantes. Voilà. Merci. Et on a d'autres choses en perspective, parce qu'on travaille également sur des documentaires. J'en ai un, donc normalement on devrait le terminer en janvier, qui s'appelle Abondance. Nous pouvons nourrir toute l'humanité, et qui montre des récoltes extraordinaires, mais vraiment extraordinaires que vous n'avez jamais vues, sans un gramme de chimie. Donc, alors, je te remercie. Oui, tu m'arrêtes parce que... Je te remercie, cher Patrick. Alors, je voulais aussi saluer des journalistes comme François, comme Léopold, comme Vigie Média. Je salue Dr Kaiser aussi, qui est en train de partir. Hein. Ah bon, très bien. Voilà, parce que j'ai manqué à tous mes devoirs parmi les auteurs qu'il y a ici. Donc, Dr Kaiser, qui est spécialisé dans le genre. Notre ami, là, docteur, là, qui est là, regardez. Docteur Agret, hein. Je vais saluer eux aussi. Notre ami Focatrix, voilà, qui est là, photographe. Stéphanie, soignante, suspendue. Qui je vois encore, Michel Musso, mère d'une victime des vaccins. Claire Gabriel, victime d'un MK Ultra, etc. Enfin, bon, c'est pour résumer, on va dire. Qui je vois là encore notre ami Nicolas à gauche qui va un peu parler après. La Belgique. Oui, voilà, belge. Voilà, qui vient de Belgique. Vraiment, bravo à toi Géraldine, qui a amené du beau monde. Est-ce que j'ai cité tout le monde ou pas? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ah oui, Arnaud Lipinski, oui, il est. Je ne vois pas. Ah oui, il se cache. Voilà, il se cache derrière le monsieur. On le salue. Voilà, vraiment des auteurs de très très grande qualité. Tribune Libre, Stéphanie Reynaud, voilà, bon, bref. Je vous salue tous, bravo à vous tous. Alors, ma question, cher Patrick Jolant, docteur Patrick Jolant, notre ami Patrick Pazin nous a dit le Covid, ce n'est pas de la science, c'est une religion. Et vous-même, vous êtes quand même sur le graphène, vous êtes un des rares qui dit qu'il y a du graphène dans ces vaccins. Parlez-nous-en, parce que même parmi certains grands docteurs qui est un peu avec nous, eh ben, ils n'osent pas ce mot. Pourquoi le graphène, c'est aussi tabou? Alors là, je suis très gêné. Bon, je suis Patrick Jean. Je ne suis pas docteur en médecine. Non, j'ai pas dit docteur en médecine. Mais vous avez quand même un doctorat. Vous êtes docteur. Je suis diplômé de l'université américaine en informatique. J'ai travaillé dans une agence de cybersécurité américaine. Je suis double nationalité pour travailler dans une agence américaine pour être américain. Et mon job, c'était directeur du décryptage au sein de cette agence. J'en dirai pas plus. Au niveau du graphène, je ne sais pas du tout en parler, pas trop. C'est plutôt, j'irai Anne-Marie Lim. Oui, chaque fois qu'elle me parlait, je comprenais un mot sur deux. D'accord, en toute honnêteté, parce qu'elle est biologiste. D'accord, donc par contre, je peux vous parler d'un certain nombre de choses dans lesquelles effectivement il y a du graphène. Je souhaiterais profiter de cette soirée, et je vous remercie d'être là, pour vous annoncer des choses importantes qui se passent, j'irai en France, avec des avocats qui sont en train d'analyser des documents, qui sont issus d'un livre que j'ai d'abord écrit en anglais, puis que j'ai remis en français par la suite, qui est également en étude sur deux avocats grands américains,
et un grand parti. Si je résume, nous connaissons les effets secondaires. Un effet secondaire, c'est un effet. Ce qui est intéressant, c'est de regarder quelle est la cause de cet effet. La cause de cet effet, les laboratoires en ont parlé. On en connaît. Pfizer annonçait qu'il y avait éventuellement des problèmes dus à la fiole. Il y avait des fioles de couleur rouge, des fioles de couleur violette, des fioles de couleur blanche. L'une était axée, il fallait utiliser un diluant, l'autre il ne fallait pas. Donc vous comprenez bien qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui se passent. Donc Pfizer a fait une grosse communication en disant écoutez, seule la fiole violette, d'accord, de tout utiliser, la fiole blanche ne doit pas être utilisée, etc., etc. Donc on a réglé un certain nombre de problèmes. C'est ce qu'on appelle une cause. Les deuxièmes causes qu'on a repérées, qui sont publiques, c'est des problèmes de température. Le produit doit être transporté à telle température, mis dans un frigo. Avant la préparation et d'avoir telle température, vous comprenez bien qu'il y a forcément eu des erreurs dues aux températures. Cause d'effets secondaires. Une autre cause d'effets secondaires, c'est vous avez vacciné une personne qui avait des comorbidités, avait des problèmes cardiaques, vous avez été très léger dans, je dirais, les consentements éclairés, comme on dit dans les normes, vous ne l'avez pas expliqué, la personne voulait absolument se faire vacciner parce qu'elle voulait partir en vacances, parce qu'elle voulait faire du sport, elle a été vaccinée, il y avait un problème cardiaque, quand elle a couru sur le terrain de foot, elle a eu un arrêt cardiaque. Ça, c'est les causes qui sont connues. Ensuite, il y a les causes qui ne sont pas connues, et c'est ce que je vais vous parler, qui fait l'objet de documents analysés en ce moment. J'ai un call, quand je vais quitter cette conférence-là avec les États-Unis. Dans le produit de Pfizer, ils utilisent 2 expédients. J'ai utilisé dans certaines conférences un autre terme. Donc, des expédients, d'accord, c'est ce qui permet effectivement, au niveau, je dirais, de l'ARN, qui est chargé d'une certaine, je dirais, information, de façon à la stabiliser. Je vais les appeler produits pour ne pas me planter encore dans les termes. Le produit s'appelle ALC 0315 et l'autre s'appelle ALC 0159. On le sait depuis longtemps. Il y avait même eu une communication, je dirais, sur BFM, dès qu'on a commencé la phase de vaccination, que ces produits étaient utilisés pour Pfizer, Moderna en utilise d'autres. Et dans ces produits, il y a marqué à usage de la recherche. Ne pas utiliser pour l'humain et encore moins pour les enfants. C'est marqué. On le sait depuis longtemps. Alors nous, on s'est intéressé, quand je dis nous, c'est j'ai travaillé avec une équipe aux États-Unis. On s'est intéressé à, puisque les vaccins ont eu des autorisations d'urgence de mise sur le marché, pour parler américain, ou des autorisations conditionnelles de mise sur le marché, et que ces produits-là composent le vaccin, il y a forcément une autorisation de mise sur le marché de ces produits. Alors, c'est comme si vous me disiez un contrôle de mine en France sur les voitures, je contrôle le mine, le moteur, et je ne contrôle pas les mines, la carcasse, quoi. Donc la FDA, Food and Drug Administration, c'est-à-dire que l'organisme américain qui délivre l'autorisation d'urgence de mise sur le marché, a forcément dans ses bases de données ce type de produit. Ça n'y est pas. Ce qu'on sait depuis un peu de temps. Personne n'a eu l'idée de regarder. Mais est-ce que c'est normal, cher Patrick? Alors, c'est absolument pas normal. C'est absolument pas normal. Mais on le sait depuis peu de temps. On va dire pourquoi on le sait depuis peu de temps. Personne n'aurait l'idée de regarder si effectivement l'un des composants avait eu une autorisation. On a eu l'autorisation du vaccin, point barre, quoi. Donc il n'y a pas. Dans la base de données des médicaments de la FDA, il n'y a pas ces deux produits. On va me dire c'est un oubli. Non, ça ne peut pas être un oubli, parce que la société Merck, elle a déclaré ce produit en 2023. La première chose qu'on constate. On sait ça à peu près depuis 6 à 8 mois. Mais il a fallu faire des vérifications, des vérifications, des vérifications.
Donc là, c'est une faute. Comme disent j'allais dire mes amis, non, c'est pas mes amis, les avocats américains, c'est une faute, et on va monter au créneau. La deuxième chose qu'on a contrôlé, c'est un centre de fabrication de Pfizer aux États-Unis. Il y a dans ce qu'on appelle le registre fédéral américain. Pfizer demande à pouvoir exporter des produits de l'Europe dans ses usines. Comme tout produit qui rentre sur le marché américain, il doit être enregistré dans la base des produits exportés. En France, on appellerait ça les douanes. Ces deux expédients-là ne sont pas dans la douane. Ils proviennent de l'Europe, ils rentrent aux États-Unis, ils vont dans l'usine au Michigan pour fabriquer, et ces produits, personne ne les connaît. Ensuite, on a été regarder l'Europe, l'Agence européenne du médicament. Dans l'Agence européenne du médicament, on a repéré si ces expédients y étaient. Ils ne sont pas. Il n'y a pas de déclaration de ces expédients ALC 0315, ALC 159 dans la base européenne. Alors vous pensez bien qu'en étant public et en racontant ça, ça veut dire qu'on est sur notre coup. Hein. Mais dites-moi, cher Patrick, est-ce que ça s'est fait sciemment ou est-ce que les agences de contrôle de ces médicaments ont... est-ce que ça existait, ça, auparavant? Est-ce que ces agences de contrôle européennes ont sciemment fermé les yeux? J'essaierai de répondre, je réponds aux questions pour qu'on ait l'histoire complète, pour comprendre. Concrètement, on peut commettre une erreur une fois, on l'a oublié. C'est quand même la FDA, c'est quand même elle qui délivre, je dirais, les autorisations de mettre sur le marché en urgence un médicament, dans lequel il y a un expédient qui doit être utilisé uniquement pour la recherche et pas pour les humains. On peut se tromper en disant on a exporté dans une usine au Michigan des expédients qui viennent d'Europe, je vous dirai d'où ils viennent parce qu'on a réussi à trouver. Alors, on pensait que c'était une société chinoise, on s'est un peu piégé, bon ça c'est l'histoire. C'est pas déclaré dans les douanes. On peut aller voir l'agence européenne et dire on devrait trouver ça dans les bases de données, ça ne l'est pas. On s'est même fait avoir, je dirais, parce qu'on n'est pas des spécialistes, je dirais, des agences européennes des médicaments. L'agence européenne des médicaments, il y a les bases de données concernant les produits chimiques. Ils s'appellent les CHA et CHERCH. Donc on pensait effectivement c'est que ces substances devaient être déclarées là-dedans. Donc on a bien trouvé un ALC, je dirais 315, je dirais déclaré dans ECHA, mais ça concerne, je dirais, les produits inflammables. Ça n'a rien à voir avec les médicaments. Alors la question c'est, est-ce que c'est fait sciemment? Une fois, ça passe. Deux fois, ça passe, moyennement. Trois fois, c'est gênant. Autre chose. Dans quel but? Pardon? Dans quel but? Ça peut pouvoir faire passer. Autre chose. Lorsqu'il y a eu l'autorisation de mise sur le marché, donc là je viens au niveau de l'Europe, lorsqu'il y a eu l'autorisation de mise sur le marché au niveau de l'Europe, le 20 décembre 2020, au niveau de Pfizer, ensuite ça a été modifié le 19 février 2021, au niveau de Pfizer, l'autorisation de mise sur le marché conditionnel, c'est comme ça que ça s'appelle, je dirais, au niveau de l'Europe, l'autorisation de mise sur le marché conditionnel, je dirais, l'Europe, d'accord, a posé un certain nombre de questions que l'on voit, le document est public. Non, je n'ai pas hacké les bases de données pour me retrouver sur les procès à droite et à gauche. Même si mon job est la cybersécurité, je n'ai pas hacké. Je n'ai fait que des choses publiques, de façon à ce que ça puisse être présenté devant des juges publics. Pas me dire, peut-être c'est un petit malin, il est en train de bricoler les bases de données. Et dans ce cas-là, je ne passe pas la porte, quoi. Donc, dans le document, dont je vous parlais, donc, qui a été délivré par l'Agence européenne du médicament, il est clairement noté, vous, Pfizer, nous avons trouvé je ne me souviens plus le terme en français, je vais dire des particules. Nous avons trouvé des trucs bizarres, je vais le dire comme ça. C'est pas tout à fait le terme, mais nous avons trouvé des trucs à l'intérieur.
pouvez pas nous expliquer ce que c'est? Vous, Pfizer, nous avons trouvé des problèmes de stabilité du produit. Vous ne pouvez pas nous dire ce que c'est? Je vous signale qu'on est déjà en train de se faire vacciner. Hein. Parce que le document, il est publié en 2021 et que la vaccination en Europe, elle a commencé en 2020, décembre 2020. On est en plein début de vaccination. Et on pose la question à un fabricant du style, il y a des trucs bizarres à l'intérieur. Il y a des problèmes de stabilité. Document européen. Pfizer répond 3 mois après. On a effectivement le document officiel. On dit, bah écoutez, on va changer. Je parle des problèmes de stabilité concernant ces 2 expédients. D'accord? Donc d'un point de vue vaccin, j'aurais tendance à dire, right, ok. D'un point de vue, je dirais, composante à l'intérieur du vaccin pour en faire le produit final, il y a des problèmes. Réponse de Pfizer, toujours le point de vue officiel, c'est, je change de fournisseur. La boîte qui fabriquait les produits là, elle n'est pas bonne, je vais changer. Je vais revoir mes procédures de test. Je vais revoir les intervalles, d'accord, de valeur de test. Réponse de la Commission européenne. Je vois qu'il y a 2 questions qui vous emmerdent, je vais les supprimer de la doc. C'est marqué texto comme ça. Alors, donc ça remonte, c'est remonté. Donc j'ai écrit un livre. Donc on a réussi à trouver qui fabriquait ces expédients. À un moment donné, on a été repéré, c'est là où il y a une histoire de graphène, c'est qu'il y a une 30aine d'entreprises dans le monde qui fabriquent ces 2 expédients-là uniquement pour la recherche. Où c'est marqué, vous les utilisez uniquement pour la recherche. Surtout pas pour l'humain, écrit en gras. Surtout pas pour l'humain. Il y en a même qui disent surtout pas pour l'humain et encore moins pour les enfants. Donc on repère, et puis je ne sais pas pourquoi on a été sur un site chinois qui s'appelle, la société s'appelle Sinopec, mais ça nous a servi, qui est la grande spécialiste mondiale de ce type d'expédients. On repère effectivement ces expédients-là, puis on dit à tous les coups, donc on cherchait des liens, il n'y aurait pas des liens entre Pfizer et ces sociétés chinoises et autres. Donc là on est parti un peu sur notre voie. On tombe sur un document de Pfizer, avec un logo Pfizer, qui était un faux, qui nous indiquait un autre site de fabrication. On a mis 15 jours pour trouver que c'était un faux. Là, il y a des gens qui prennent des logos de sociétés, d'accord, Pfizer, qui font une documentation sur Internet. Ils font même gérer sur le lien le nom de la société gérée à Pfizer. D'accord? Et puis vous faites avoir. Bon. On s'est fait avoir, gérer quelques heures. Quoi. Mais le temps de récontrôler, il a fallu un peu de temps. Bref, c'était pas ces sociétés-là. On s'était fait POG aussi, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait eu, je vous raconte l'histoire, ça me paraît important, parce qu'il y avait eu un salon en Chine dans lequel il y avait des scientifiques de Pfizer qui avaient rencontré une société chinoise. On dit, bah, à tous les coups, c'est eux qui fabriquent. Bon, c'est pas eux. La société qui fabrique ces expédients, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin, elle s'appelle Avanti, c'est une société qui est en Croatie, qui a été rachetée par une société qui s'appelle Groda, et dans lequel il y a des contrats très 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 importants avec Pfizer. Ce qui est le compte, c'est que sur les expédients, sur la fiche internet de cette société qui fabrique les expédients pour Pfizer, il est bien noté à utiliser que pour l'humain. Pardon, à utiliser que pour la recherche. Excusez-moi, j'arrête de boire. Il est temps que je passe le micro. À utiliser que pour la recherche. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une faute, au point de vue juridique. C'est qu'une faute, c'est d'une part de ne pas déclarer un produit qui est composant, c'est le cas de la voiture. D'autre part, au niveau d'une douane, c'est une faute. D'autre part, au niveau de la Commission européenne, il va falloir qu'elle nous dise comment ça se fait que ces produits-là n'ont pas été déclarés. De surcroît, ils sont dangereux. Et le docteur Im a fait effectivement des liens avec ses collègues et autres, ils ont repéré le type d'effets secondaires dus à ces produits. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, avec ce truc-là, voici l'effet secondaire. Avec ce truc-là, il y a une myocardie. On est capable. C'est son boulot en ce moment. Travailler avec les deux. Moi, je travaillais d'un point de vue
documentation, lien, recherche d'informations, et elle travaillait, je dirais, d'un point de vue médical, médecine, on ne peut pas. Et pour revenir sur le graphène, un des expédients, le ALC0159, quand on a travaillé sur la société japonaise, on s'aperçoit qu'elle sert de base à du graphite, qui est une première couche de graphène. Donc on a, mais il n'y a pas de preuves. Moi je suis très attaché aux preuves. Lorsque je faisais des dossiers pour l'agence, il faut que la preuve soit matérielle. Il ne faut pas dire, on a entendu de ça, on va détruire la moitié de la population mondiale. Ok, tu as une preuve matérielle. Sinon ça ne vaut rien, on peut parler de tout et n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'effectivement il y aurait, mais Anne-Marie serait mieux en parler que moi, il y aurait une preuve entre guillemets matérielle, comme quoi un des expédients est utilisé effectivement pour faire des premières couches de graphène, ce qui expliquerait un certain nombre de choses. Ce qui expliquerait, je dirais, les adresses MAC qui sont générées uniquement au point de piqûre, parce qu'on sait que c'est uniquement géré, ce qui n'explique pas tout à fait l'alimentation, parce que le graphène n'a pas l'alimentation, le graphène a une grosse résistance à des propriétés, je dirais, électriques et photoélectriques. C'est pour ça qu'on fait des biocapteurs. Le graphène est utilisé. Hein. On surveille des cancers depuis quelques années en picousant des gens, en leur injectant du graphène, et en leur envoyant des signaux, on appelle un biosenseur, en leur envoyant des signaux en disant écoutez, ton cancer évolue, ton cancer évolue pas. Il ne faut pas systématiquement jeter, d'accord, je dirais, de l'eau, le vin et autres, tout ce qui est graphène. C'est utilisé dans certains cas. Par contre, c'est un peu comme l'uranium, ça peut être utilisé, je dirais, pour faire la bombe au cobalt, pour voir les gens gérer leur médecine, et ça peut être utilisé pour balancer, gérer une bombe atomique, gérer Hiroshima. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc pour l'instant, je dirais, un avocat français est en train d'analyser les documents. Pour regarder. Moi, je suis plutôt en contact avec les États-Unis pour regarder ce que ça donne. Donc, parce que je considère que c'est toujours, et je ne vais pas prendre plus le temps que ça, c'est toujours délicat, mais c'est parce que je ne connais pas du tout le sujet. Les discussions que j'ai eues, c'était toujours délicat entre prouver un effet secondaire. Et qu'en fait, vous trouverez toujours un tout-bib, d'accord, A, qui rencontre l'inverse, se dit un docteur B. Il y en a un qui dira, écoutez, cet effet secondaire, parce que la personne est vieille, parce que la personne a bouffé trop d'épinards, parce qu'elle a couru comme un fou, parce qu'elle s'est penchée, et l'autre il dira, écoutez, non, c'est pas du tout ça, c'est l'effet secondaire, il provient bien, du vaccin, parce qu'il était vacciné 48 heures avant, et 48 heures après, il était bien. C'est très difficile à prouver. Très difficile à prouver vis-à-vis d'un juge. En tout cas, merci à vous, cher Patrick Joland. Bon, je m'assois, j'ai compris. Non, mais... directeur de publication de Nexus. Justement, vous, à Nexus, vous avez enquêté sur ces vaccins. Et d'ailleurs, là, je vois la couverture de ce Nexus, vaccin ARN messager. Est-ce que cette enquête a été compliquée à réaliser? Avez-vous eu des bâtons dans les roues de l'administration, de l'État, etc. Tiens, racontez-nous. Oui, effectivement, pendant que vous parliez, je regardais ce qu'on avait fait. Déjà, je voulais vous remercier d'être là, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je me dis, il fait froid, on est en plein hiver. Et je disais tout à l'heure, ma chérie, il n'y aura personne aujourd'hui. Et en fait, ça rassure, parce que je me dis, il y a du monde. Et finalement, même si c'est redondant de parler de ces sujets-là, il y a un vrai besoin de s'informer, de continuer de faire la lumière sur ce qu'on a vécu tous. Et même nous qui sommes journalistes ou lanceurs d'alerte ou autres, on a tendance à oublier. Donc c'est bien de se replonger là-dedans, de se rappeler, de faire ce devoir d'archivage et de se remettre le nez dedans. Alors concernant les vaccins, on a eu un super article de Corinne Lalo qui avait enquêté là-dessus. C'est en numéro janvier-février 2023, le numéro 144. Et effectivement, elle a exploré tout ce qu'elle a pu explorer sur la documentation officielle, les OGM, l'antimoine, le graphène, de l'ARN tronqué, de l'ARN synthétique, et j'en passe.
énormément de choses qui posent question. Et comme vous disiez, tout est accessible en fait. Enfin, en tout cas, la plupart des choses qui posent question sont accessibles. Il y a sûrement des choses qu'on ne connaît pas encore, ou qu'on va découvrir, mais déjà avec l'officiel, il y a de quoi faire. Et effectivement, on avait déjà remarqué pas mal de choses. Je fais juste un bref rappel sur effectivement l'intégrité des vaccins. Alors ils nous ont bassinés sur les vaccins ARNM, c'est génial, technologie révolutionnaire, super. En fait, ils n'étaient même pas capables d'assurer la garantie de l'intégrité de l'ARN. Parce qu'en fait, ils nous vendent un produit dans un vaccin. Très bien. Normalement, le fabricant est censé garantir un certain pourcentage. Et chose qu'on a découverte grâce à moi, ce que j'ai découvert grâce à un article du Monde. Donc même dans les médias mainstream, il y a parfois des petits articles cachés dans des sous-rubriques qui sont toujours là, ils ne l'ont pas supprimé. En tout cas, j'avais vérifié il y a 6 mois. C'était suite à des fuites de mails entre l'Agence européenne du médicament et Pfizer. Juste avant que ce soit la vaccination obligatoire en France, c'était quelques mois avant, l'Agence du médicament européen qui envoie des mails à Pfizer parce qu'ils ont fait des tests sur des lots au hasard pour voir si c'était conforme à ce que nous vendait le fabricant. Donc, ils assuraient qu'il y avait à peu près 60-65% normalement d'ARN intègre. C'est-à-dire qu'au-delà, ils ne savent pas. Mais ils assuraient que normalement, avec 65% d'ARN intègre, le vaccin est efficace, sûr, etc. Donc ils font des tests sur quelques lots. Ils se rendent compte que ce n'est pas du tout le cas. Donc en fait, ils tombent à une moyenne de 51%. Donc il y a un gap de quand même 10-15%. Ce qui est énorme. Là, on joue avec des choses qui sont de l'ordre de l'apprenti sorcier. Donc c'est comme si on vous vend, je sais pas moi, un steak 100% bœuf et vous vous rendez compte qu'il n'y a que 85% de bœuf. C'est-à-dire qu'en fait, les 15%, qu'est-ce que c'est? Et donc en fait, ils envoient un mail à Pfizer. Et donc je relate ce qui a marqué dans l'article du Monde. L'Agence européenne du médicament parle d'un point bloquant. Je cite point bloquant dans leur mail auprès de Pfizer. Pas de réponse, pas de suite à cet article du Monde. Donc moi je découvre cet article en 2021, on découvre ça au sein de Nexus, on contacte le Monde, on contacte Pfizer, pas de réponse de Pfizer, le Monde nous répond, on dit mais est-ce que vous avez fait une suite à cet article? Parce que ça vous avez soulevé quand même un truc assez incroyable, c'est intéressant. Pas de suite du Monde, pas de suite de l'Agence européenne du médicament, rien. On était allé dans certains centres de vaccination au moment où c'était obligatoire pour informer les gens, en tout cas les responsables des centres de vaccination. Les premières réactions que j'avais eues, moi, c'était non, c'est des fake news. Ensuite, je sors l'article du Monde, ils me disent c'est bizarre. Et puis quand ils se rendent compte que c'est un vrai sujet, ils me disent on ne sait pas. Et en fait, ils étaient à deux doigts de me dire mais voulez-vous vous vacciner? Non, ça va, je ne veux pas me vacciner, je veux juste savoir si vous êtes au courant que vous injectez un produit dont le principe actif, dont on peut discuter déjà de la technologie ARNM, ça c'est déjà un débat, mais ensuite, vous n'êtes même pas capable de nous garantir ce que vous nous injectez. Donc non seulement on ne sait pas comment fonctionne, après en pharmacocinétique, le produit dans le corps, comment il est éliminé, comment il fonctionne, etc., mais en plus il n'est même pas dans la concentration que le fabricant est censé assurer. Donc ça fait double problème. Donc quid des 15% restants, de cet ARN du coup qui n'est pas intègre, parce qu'en fait il est très fragile l'ARN, comme vous disiez tout à l'heure, il faut que ce soit une température précise. Et c'est peut-être pour ça que sur certains lots, comme vous disiez, comme la chaîne du froid elle est très compliquée à garantir, qu'il y a des loupés. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans le corps humain? Personne ne sait. Donc voilà, c'était une petite anecdote, mais qui révèle aussi cet amateurisme qu'on pourrait extrapoler. On parle des vaccins, mais il ne faut pas oublier le business des tests PCR. Moi j'étais allé voir, on avait une de nos journalistes qui a fait le test, elle n'y croyait pas, je dis essaie de te faire embaucher pour faire les prélèvements dans les tentes. Donc elle y va, elle contacte la fameuse boîte à l'époque qui était leader, il lui donne rendez-vous, donc elle se fait passer pour une étudiante en médecine évidemment, ils ne vérifient rien, ils disent ok, rendez-vous tel jour. Rendez-vous le matin, nous on a vérifié au préalable, normalement chaque personne qui prélève doit être formée par un pharmacien ou un médecin. Elle arrive, c'est un étudiant en médecine qui la reçoit. Okay, donc il est 8h du matin, il lui dit voilà, il faut faire comme ci, comme ça. Ah. Et après, c'est bon, tu commences ta journée. Elle lui dit mais non, c'est pas possible, moi je vais pas te prélever, c'est tout, c'est ça la formation en fait, parce qu'il y a quand même une procédure assez claire. Il faut mettre la tête à un certain degré, il faut s'assurer de certaines choses. En plus, la tente, chose que personne ne dit, doit être chauffée à un certain degré de température.
Parce qu'en dessous, la fiabilité des tests, elle est remise en cause. Donc elle pose la question, elle leur dit, mais il est où on était en plein hiver, hein. Il est où le chauffage? Non, bon, je sais pas. Bon, du coup, la pharmacienne qui commence à voir que le relais va pas se faire, parce qu'eux, ils touchent. Hein. Chaque prélèvement, c'est 6 € pour le préleveur, X € pour la pharmacie, et bon, bref, vous verrez, vous retrouverez toutes les infos précises. Donc c'est un sacré business. Donc elle arrive, elle se dit, bon merde, là, vous n'allez pas prendre le relais, qu'est-ce qui se passe? C'était évident que notre collègue n'allait pas prélever. Elle utilise ce prétexte pour dire, écoutez, moi je ne suis pas formé par quelqu'un, tout a l'air un peu bancal, je ne me lance pas. Elle se fait engueuler comme jamais par la pharmacienne, qui était à 2 doigts de l'acheter comme malpropre. Et en fait, on a remarqué que c'était assez courant comme façon de bosser. On a eu d'autres témoignages d'autres étudiants en médecine qui nous disaient comment c'était fait à la chaîne. Bon. Donc tout ça pour dire qu'il y a un amateurisme là-dessus, qu'effectivement nous on a eu énormément d'informations du terrain. Donc déjà le terrain c'est première source d'information. Ça c'était ce que je vous disais tout à l'heure là, c'était un article de janvier-février 2023, mais on avait en mars 2019 un magazine qui est en rupture de stock en version papier, hein, mais qui est le numéro 121, mars 2019. Une journaliste qui s'appelle Santa, qui est un peu notre référente enquêtrice sur les questions de la vaccination au niveau mondial. Ça faisait des mois et des années qu'on travaillait avec elle sur des articles concernant le garde d'asile, le trivalence. À l'époque, les vaccins obligatoires pour les enfants, c'était le DTP. Et donc elle nous faisait un peu elle avait un peu un rôle de sentinelle et de vigie pour une. Et puis elle avait commencé à soulever quelque chose, on lui dit bon fais-nous un dossier, on fait la couve dans le 121 là-dessus, vaccination, le plan mondial, elle nous avait décrit, sans savoir que ça allait se passer l'année d'après, tout ce qu'on a vécu pendant le Covid. Alors les gens qui ont découvert ça a posteriori, parce qu'au début on nous a traités de fous, complotistes, farfelus, donc quelques années après, avec le recul, nous disent ah putain, il y a Nexus, je connaissais pas, le dossier incroyable, 1 an avant le Covid, ils nous décrivent tout. Vous avez fait un boulot de dingue, c'est une prophétie. Il y en a qui avait titré la prophétie Nexus. Je dis non, il n'y a pas de prophétie en fait, c'était juste un boulot de journaliste rigoureux. Elle avait pris toutes les sources, comme vous faites, comme tout le monde fait. Elle avait regardé tout ce qui se faisait dans les pays, Australie, Argentine, qui étaient déjà en avance sur cette dictature vaccinale. Il y a même une affiche qu'on avait retrouvée, je crois que c'est une affiche australienne. No jab, no job. Pas de piqûre, pas de travail. C'était, je ne sais plus à quelle occasion, d'une épidémie, bref. Ils avaient déjà commencé à poser les jalons. Et c'était déjà la même chose dans plein d'autres pays, toujours sous couvert de sécurité sanitaire, et derrière, avec à la manœuvre, les mêmes. L'agence Gavi, l'OMS, etc., etc. Les mêmes, Bill Gates et compagnie. Et regarde, moi je relis ce qu'on avait publié, je me dis oui c'est incroyable en fait, c'est vrai que tous les pions étaient posés, il y avait juste à piocher aux bons endroits, comprendre les liens d'influence et les réseaux qui étaient à l'œuvre et remettre du sens dans tout ça. Et finalement, c'est la même chose dans plein d'autres domaines. L'identité numérique, ça arrive. Tous les sujets... C'est déjà là, on avait fait un sujet, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est vrai que là... Et ce que tu fais bien de dire, c'est que l'identité numérique, l'euro numérique, c'est sur les sites de l'Union européenne. C'est officiel. C'est pas caché. Non, c'est officiel. Derrière, il y a donc en fait, c'est en train de préparer, il y a plusieurs consortiums, ce qu'ils ont décidé, c'est-à-dire ils vont faire plusieurs consortiums pour faire des phases pilotes. La France est à la tête d'un consortium dont le ministère de l'Intérieur est à la tête de la coordination. Allez savoir pourquoi. On retrouve notre ami Thierry Breton, commissaire européen, voilà, on retrouve toujours les mêmes, hein. L'agence Thales, etc. Bon bref, on a fait une petite infographie d'ailleurs, il y en a qui c'est libre gratuitement, hein, on utilise juste en scannant le QR code. Il y a une question qui m'intéresse, c'est pour nos amis qui sont tous ici, toi tu es journaliste, tu es enquêteur, quel conseil tu pourrais donner aux gens qui sont ici sur place pour rechercher de l'information? Comment ils pourraient rechercher de l'information sur des sujets dont peut-être ils ne pourraient ne pas être au courant? Comment tu fais toi? Parce que rechercher l'information, toi tu le fais en tant que professionnel, mais je pense que tous ceux qui sont ici peuvent aussi le faire. Tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. La seule contrainte, et là du coup, nous en tant que journaliste professionnel, on a un avantage, c'est le temps.
Nous, on est payé pour ça. On n'est pas forcément bien payé, mais on est payé. Donc, c'est-à-dire qu'on peut passer notre journée à le faire. Chose que les gens ne peuvent pas faire. Donc, nous, on essaie de résumer 10 ans d'enquête en 10 pages. C'est compliqué. Donc, première chose, moi j'invite tout le monde à vérifier les sources. À Nexus, bon, parfois certains nous le reprochaient, mais on n'hésite pas à mettre toutes nos sources. On a parfois une page ou deux de sources entières accessibles sur Internet, de PDF, d'URL, de choses officielles, qui permettent aux gens déjà de retrouver l'origine de l'information. Ensuite, de la vérifier. Ce qui est important, c'est de toujours s'approprier l'information, la vérifier. Qu'elles viennent de Nexus, François, Le Monde, etc. Peu importe. Il y a des informations aussi très intéressantes dans les médias mainstream. Le seul truc que ne font pas les médias mainstream, c'est qu'ils ne vont pas relier les informations entre elles. Parce qu'une fois qu'elles sont reliées, elles commencent à prendre du relief. Et on commence à voir le tableau dans l'ensemble. Elles, ce qu'elles vont faire, c'est quand il y a une info, elles vont la publier comme ça avec leurs œillères, donc on les voit. Alors, dans des sous-rubriques, elles ne feront pas la une dessus, évidemment. Elles les publient pour dire, mais on en a parlé. Hein. Le seul souci, c'est qu'en fait, une fois qu'on en a 1, 2, 10, 100, et qu'on commence à avoir une trame qui se tisse, on commence à avoir un petit peu une orientation. Et c'est cette orientation-là qui va éviter qui apparaisse à nos yeux. Donc à chaque fois qu'on fait des liens, ils vont dire, mais vous faites un millefeuille argumentatif, vous créez des liens avec des choses qui n'ont rien à voir, vous êtes parano. Alors qu'en fait, les choses se coordonnent dans une certaine logique. Et c'est nous, notre travail, de faire gagner ce temps aux gens, parce que tout le monde est capable de le faire. Sauf que la différence, c'est que les gens n'ont pas le temps. Donc on va essayer d'avoir, avec notre grille de lecture, notre déontologie, nos réseaux aussi, parce qu'on a des informations en off. Quand on a une information en off qu'on ne peut pas publier, on la garde quand même en tête, parce qu'elle nous permet, à travers cette multiplicité de personnes qui nous renseignent, de comprendre les informations en on, celles qui sont visibles. Et de voir entre les lignes, de donner une tonalité, de donner une véracité, une probabilité à certaines choses. Et c'est la somme de tout ça, cette grille de lecture qui nous permettent ensuite, dans Nexus en tout cas, de donner de la valeur à certaines informations, de les mettre en avant. Donc oui, tout le monde est capable de le faire. Moi j'invite vraiment chacun à le faire, de prendre sur son temps libre, même si c'est chiant, c'est vrai, pour le faire un maximum, pour ensuite se faire chacun sa propre grille de lecture. C'est le plus important. Applaudissez-le. N'oubliez pas une chose. On essaie d'apporter de l'information par le biais de sources, par le biais d'invités, etc. Mais vous êtes aussi des porte-parole. Et votre rôle est essentiel. Alors, on fait ça avec toute humilité. Je pense qu'on n'arrivera pas à ouvrir les yeux à tout le monde. Mais si on arrive à faire ouvrir les yeux à 1, 2 personnes déjà de son entourage, c'est bon, on aura réussi notre mission. Parce que je peux vous le dire, les gens n'ont... C'est pas qu'ils n'ont pas... c'est pas qu'on leur ment spécialement, enfin que les grands médias leur mentent. C'est qu'en fait, ils sont sous-informés. C'est-à-dire que les grands médias leur donnent 5 secondes, 10 secondes d'une information importante et 5 minutes d'une information qui n'a pour le coup aucune importance. Et c'est ces 5-10 secondes qui importent. Nous, notre job, c'est de parler de 5-10 secondes sur des interviews longues ou sur des dossiers longs. Donc, n'hésitez pas, vous, à être ces porte-parole. On va te donner la parole, cher Denis, ne t'inquiète pas, mais je dois juste donner la parole à notre ami Lucien Cerise, qui est chercheur en ingénierie sociale et qui a écrit un excellent livre. Et pourquoi est-ce qu'on a voulu avoir Lucien Cerise avec nous, avec notre amie Géraldine, qui est trop timide, mais bon, elle est quand même là. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a voulu l'avoir? C'est que son livre, Gouverné par le chaos, explique tout. Dans le sens où... tu vas où, toi? Alors, reviens. Voilà, Gouverné par le chaos, édition Max Milo. C'est qu'en fait, ce livre explique tout de la façon comment l'État gouverne ce pays, comment il se maintient au pouvoir, c'est-à-dire qu'il crée des crises perpétuelles, la crise sanitaire, l'Ukraine, l'inflation, l'énergie, tu vois.
le climat, l'eau, voilà, on nous a parlé de sécheresse, donc il n'y a pas eu... mais bon, toi tu vas nous expliquer mieux que moi, justement, comment l'État, comment les Macron et compagnie, parce que Macron, c'est Garpion, mais comment les gens qui l'ont façonné, qui le contrôlent, comment les World Economic Forum mondial, comment les Gates et compagnie, arrivent par le chaos à rester au pouvoir. Oui, donc effectivement, je travaille dans la recherche, mais au service des chercheurs, ce qui permet de me libérer. Déjà, je suis dans un milieu propice en fait à faire un travail. Alors non pas de journalistique, mais ou alors c'est du journalisme, c'est-à-dire au sens général du terme, c'est-à-dire que je travaille sur des sources, effectivement, et mes livres sont des catalogues de sources en fait, des recueils de citations, et puis ensuite, je me contente de remplir l'espace vide entre les citations, pour contextualiser un petit peu l'information d'un travail, oui, effectivement, journalistique ou de recherche classique. Donc, je me suis un peu spécialisé sur les questions d'ingénierie sociale. Donc, je pense que Patrick Joland a dû en entendre parler, puisque ça touche la question de la cybersécurité, du piratage, du piratage informatique, mais en piratant l'utilisateur de la machine. Donc, en fait, c'est du piratage psychologique, tout simplement. Et donc, je me suis spécialisé sur ces questions-là depuis à peu près 2005. Donc, la définition que je donne maintenant de l'ingénierie sociale, c'est la transformation furtive des sujets sociaux, individus ou groupes. Ça va plus loin que la définition de Kevin Mitnick, le fameux pirate informatique des années 80-90, qui a vraiment lancé l'usage du terme de social engineering, ainsi que de phishing. Ça, vous avez peut-être entendu parler de ça, l'hameçonnage, qui est une pratique courante des escrocs qui veulent par exemple, obtenir vos mots de passe ou vos identifiants pour ensuite, en fait, pouvoir entrer sur votre compte en banque informatisé en ayant obtenu les informations, en fabriquant votre consentement finalement à être piraté vous-même. Donc les deux aspects, les deux piliers de ce piratage informatique, c'est l'usurpation d'identité et l'abus de confiance. C'est-à-dire qu'on usurpe l'identité de quelqu'un pour abuser de la confiance de quelqu'un d'autre. En fait, là, je viens de décrire la méthode du pouvoir, en général, quasiment. Enfin, en tout cas, en 2023, en France. C'est usurpation d'identité et abus de confiance. Ça peut aussi jouer sur le contrôle de la méfiance, par exemple, pour monter des conflits triangulés dans un groupe. Pour décomposer un groupe de l'intérieur, vous faites monter la méfiance dans ce groupe. Et vous le décomposez, en fait, l'air de rien, en quelque sorte, c'est-à-dire, en fait, à distance, de manière indirecte. Parce que, un groupe, si on étudie un petit peu le management, ça repose sur la confiance. S'il n'y a plus de confiance dans une équipe de foot, en fait le ballon ne circule plus. L'équipe de football ne risque pas de marquer des points. La confiance, en fait, c'est à la base de tout dans les sociétés humaines. Le problème, c'est que c'est pas très concret. En fait, c'est un transfert, ce qu'on appelle ce que les psy appellent un transfert. C'est une projection. Et donc, c'est facile à contrôler par le langage. Ça repose entièrement sur le langage, la confiance, et la méfiance aussi d'ailleurs. Après, ça peut se traduire évidemment par des comportements physiques, matériels. Mais à la base, la confiance, c'est un crédit, donc c'est quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose qui est une protension au sens de la phénoménologie, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Alors en fait, il se trouve que l'OMS, justement, joue beaucoup là-dessus maintenant, c'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait là de l'OMS qui commence à s'intéresser au climat. En fait, l'OMS a un concept qui s'appelle, ils vont essayer de généraliser ça, et puis en fait de nous faire
accepter ça en fait en jouant sur nos peurs, hein, évidemment, la peur du changement climatique ou la peur de tel ou tel virus. Alors le nouveau concept de l'OMS, c'est une santé, c'est One Health, une santé, c'est-à-dire que nous sommes tous unis, hein, tous les êtres du monde, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction entre les humains, les animaux et même les objets inanimés. C'est-à-dire qu'en fait l'OMS déploie maintenant une approche cybernétique. La cybernétique donc apparaît pendant, en fait c'est le fondateur de la cybernétique, c'est un mathématicien américain du nom de Norbert Wiener. Il est sollicité par le Pentagone pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, donc par le complexe militaro-industriel américain, pour optimiser les calculs de balistique, hein, enfin pour améliorer la précision, hein, des tirs, hein, comment dire ça, de missiles ou de véhicules. Et puis donc en fait ensuite il y a eu un transfert de compétences en quelque sorte, hein, c'est-à-dire qu'il y a des intellectuels qui se sont réunis pendant une dizaine d'années à New York, hein, et qui ont sous le nom des conférences Macy, M-A-C-Y, et qui ont commencé à réfléchir à l'application de la cybernétique aux sociétés humaines. On a le point de départ de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire le traitement quasiment automatisé des sociétés humaines. Et donc on arrive en fait à cette... c'est-à-dire qu'en fait la cybernétique ne distingue plus le vivant et le non-vivant. Ça c'est la vraie révolution, hein, sur le plan épistémologique. Nous sommes tous, hein, sujets et objets intégrés dans des systèmes. Donc en fait, bon, la cybernétique est assez synonyme de l'approche systémique, qui apparaît au XXe siècle également, et qui ne distingue plus effectivement donc le vivant et le non-vivant, c'est-à-dire qu'il ne distingue plus les sujets et les objets. Nous sommes tous intégrés dans des systèmes. La différence entre moi et mon réfrigérateur, c'est juste une question de température. Bon, pour vous faire comprendre en fait le point de vue cybernétique. La différence entre les sujets et les objets, c'est-à-dire entre le vivant et le non-vivant, c'est aussi que le vivant est moins prévisible que le non-vivant. Hein. Un objet inanimé, forcément, remue moins, enfin, est moins, plus prévisible dans son comportement, hein, qu'un être vivant qui se déplace dans l'espace, hein, et puis qui représente toujours un facteur d'incertitude. Donc il faut bien comprendre ça, c'est que le pouvoir aujourd'hui applique la cybernétique. C'est la doctrine du pouvoir. Hein, oubliez la droite et la gauche, hein, oubliez le capitalisme ou le socialisme, etc. C'est plus ça du tout. Le pouvoir applique la cybernétique. Et effectivement, donc, on parlait du graphène tout à l'heure. Donc bon, moi je suis pas spécialiste des vaccins, je suis un peu spécialiste de l'épidémiologie, mais des idées. Donc en fait, bon, c'est pour ça que je voulais vous lire en fait ce que j'ai trouvé, ce que j'ai publié donc dans Gouverner par le chaos sur la question du graphène, hein, parce que le graphène va permettre, hein, justement d'améliorer, enfin d'aller toujours plus loin. Hein, dans ce monde cybernétique, c'était en fait dans cette fusion du biologique et du numérique, annoncée en 2016 hein, par Klaus Schwab dans son livre La 4e révolution industrielle, et puis répété en 2020 dans son livre Covid-19, La grande réinitialisation, écrit avec Thierry Malray, où il dit bien, bon voilà, en fait c'est quasiment une fatalité, hein, c'est-à-dire que l'innovation technologique, elle nous emmène toujours plus loin vers cette fusion du biologique et du numérique, qui est en fait, en quelque sorte, qui peut être accélérée, hein, évidemment. Et donc le covidisme, la crise sanitaire de la Covid-19 a pu jouer un rôle d'accélérateur. Enfin, en tout cas, c'est ce dont se félicite Klaus Schwab dans son livre The Great Reset. Hein, il dit, voilà, bon, on a 2 ans, hein, en fait, on a une fenêtre de tir de 2 ans, et qu'il va falloir exploiter au maximum pour faire passer un maximum, hein, de réformes des sociétés, et pour passer à la nouvelle étape, hein, du capitalisme, quoi. Bon, même si en fait en réalité on est passé au-delà de ça en fait, hein, parce que c'est une sorte de capitalisme collectiviste, donc c'est une sorte de toute bizarroïde, et qui en fait de toute façon,
comme je vous dis, ne distingue plus le vivant et le non-vivant. Donc là, techniquement, en fait, ça ne correspond plus à de la philosophie politique conventionnelle. Hein, je veux dire, tel que moi je l'ai étudié quand j'étais étudiant en philosophie. Il n'y a plus de toutes ces questions du contrat social, tout ça, ou de l'ordre naturel, tout ça. Enfin, je veux dire, en fait, tous les débats sur le libéralisme ou l'économie planifiée, tout ça, c'est aujourd'hui totalement has-been, totalement dépassé. Là, aujourd'hui, on en est effectivement à la fusion donc du vivant et du non-vivant, enfin du vivant et de la machine, et le graphène va permettre d'accélérer ce mécanisme, ce phénomène. Donc je vais vous lire deux citations que j'avais trouvées et que j'ai reproduites dans mon livre. Voilà, donc en 2020, alors je vais contextualiser évidemment les citations. En 2020, le président du Forum économique mondial, Klaus Schwab, se félicitait de la crise sanitaire du coronavirus en tant qu'accélérateur de cette 4e révolution industrielle transhumaniste, permettant la grande réinitialisation de l'espèce humaine, comme s'il s'agissait d'un ordinateur à relancer. Hein, le terme est quand même révélateur. Hein. Le reset, quand vous faites un reset sur votre ordinateur, vous relancez un ordinateur. Mais là, ça s'applique aux sociétés humaines. Et c'est à peine une métaphore. Je veux dire, c'est... donc, de fait, la cybernétique et l'informatique ne cessent de progresser et d'encadrer nos vies toujours plus étroitement. La technologie RFID et les implants corporels de composants électroniques émetteurs de signaux assureront à terme notre géolocalisation permanente. En fait, c'est déjà fait, puisque vous avez tous un smartphone, donc vous êtes tous géolocalisés. En fait, il faut être aussi honnête, c'est-à-dire que nous sommes tous complices de ce qui est en train de se mettre en place. Voilà, c'est-à-dire que si on jetait tous nos smartphones, moi-même j'en ai un depuis cette année en fait. Avant, jusqu'à cette année, j'avais un GSM, donc qui n'avait pas la 5G. Bon, là pour voyager, j'ai pris un smartphone. Je commence à en devenir dépendant. Je commence à devenir dépendant de la messagerie Telegram, etc., etc. Donc bon, je pense que l'an prochain, je vais m'en débarrasser et je vais revenir à un GSM qui est déjà en fait plus évidemment plus complexe et plus sophistiqué qu'un téléphone, comment dire, à 4 ans, voilà, c'est ça. Bon, et c'est vrai que c'est bien pratique, mais en fait, le risque, c'est ça, c'est que nous sommes esclaves de la technique, mais nous sommes des esclaves consentants. C'est ça le problème. Donc voilà, donc je continue voilà, donc les implants corporels de composants électroniques émetteurs de signaux assureront à terme notre géolocalisation permanente, cette sorte de tatouage numérique, plus qu'indélébile, puisque enfoui dans nos chairs sous forme de puces miniaturisées allant jusqu'au nanomètre, contiendra en outre des informations biographiques et biométriques suffisantes pour autoriser le profilage à distance de son porteur et permettre ainsi d'anticiper sur tout comportement évalué comme potentiellement à risque de sa part. Alors là, la notion du potentiel de risque est absolument centrale aujourd'hui. Alors ça vient de la justice prédictive, qui est une branche de la criminologie importée en France par Alain Bauer. Ça apparaît aux États-Unis et ça consiste en fait à juger autrui, juger les délinquants sur la base du potentiel de dangerosité qu'ils représentent. Donc c'est une inversion en réalité des fondements du droit. Le droit, en tout cas la justice, pénalise des actes accomplis. Là, en fait, l'idée, ce serait de pouvoir pénaliser avant que les actes soient accomplis, mais sur la base de leur probabilité d'être accomplis. Bon, vous connaissez le Minority Report, voilà, c'est ça. Bon, et bien, figurez-vous que l'OMS a l'intention d'appliquer la même chose à la santé. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle tendance, une nouvelle branche de la médecine qui s'appelle la médecine prédictive, et qui consiste en fait à prendre des mesures par anticipation, sans attendre qu'on tombe malade, mais sur la base du risque que nous représentons de tomber malade. Et en plus avec, en quelque sorte, une espèce d'effet de punition collective, c'est-à-dire, en fait, en gros, nous serions tous potentiellement, c'est-à-dire, le concept, la One Health, une santé de l'OMS, dit bien que nous sommes tous responsables de la santé des autres. Ça, bon, on nous l'a répété, mais vraiment, on nous a lavé le cerveau avec ça en 2020, 2021, 2022. Donc là, le but, c'est de l'OMS, par exemple, c'est de diluer la responsabilité pour qu'elle soit toujours collective, et pour qu'en fait, il n'y ait plus de possibilité d'échapper, en quelque sorte, à cette médecine prédictive, qui en fait engloberait donc effectivement les objets inanimés, également le climat, par exemple.
Alors, je termine, enfin, je continue. Un pas sera bientôt franchi avec la généralisation des interfaces corps-machine ou cerveau-machine, sur lesquelles travaillent de nombreux laboratoires à travers le monde. Bon, ça, c'est déjà, enfin, c'est Elon Musk qui travaille là-dessus depuis des années, enfin, il n'est pas le seul. Le CNRS, donc voilà, là je viens à cette citation que je voulais vous exposer. Le CNRS commentait ainsi les possibilités offertes par le graphène. 2 points, ouvrez les guillemets, c'est le CNRS maintenant. Ces résultats confirment les qualités exceptionnelles du graphène comme interface entre le monde de l'électronique et le monde du vivant. Voilà. Cette méthode d'enrobage peut s'appliquer à de nombreux objets, bidimensionnels ou tridimensionnels, et pourrait contribuer à diminuer de manière significative le rejet des sondes neuronales ou d'autres implants utilisés dans de nombreux domaines médicaux. Fin de citation. Alors, c'est un article du CNRS du 29 octobre 2019 qui a pour titre « Une couverture de graphène pour réduire l'inflammation causée par les implants neuronaux ». En fait, le graphène est un neurotransmetteur très efficace. Et donc, on permettrait d'hybrider, en fait, de réaliser des interfaces cerveau-machine plus facilement et sans les phénomènes de rejet physique. Alors, c'est pas terminé. Mais en tout cas, bon, là, vous voyez que, une fois que le concept est lancé, de toute façon, ce sera réalisé. Un principe de base de la technoscience, c'est que tout ce qui est faisable sera fait. C'est pas très long. Non. Vas-y. Voilà. Après, j'arrête. Alors voilà, donc là je reprends, mon texte, enfin ma contextualisation. Comment convaincre les humains de se faire injecter dans le corps du graphène ou des matériaux apparentés comme l'oxyde de graphène? Condition sine qua non pour commencer à élaborer un vaste système de sujets directement connectés au cyberespace. En 2021, la Fondation pour la recherche en chimie résumait ainsi l'état de la recherche. 2 points, ouvrez les guillemets. Des chercheurs du CNRS et de l'Université de Strasbourg ont réalisé une analyse critique des stratégies les plus prometteuses basées sur l'utilisation de matériaux apparentés au graphène, rapportés dans la littérature pour lutter contre les pandémies virales comme la Covid-19. Cette perspective a été publiée dans la revue Advanced Materials. Fin de citation. Et donc la source, c'est Fondation pour la recherche en chimie, un article titré « Combattre la Covid-19 et les futures pandémies avec le graphène ». Voilà. Merci à Philippe. Voilà, non, en fait, bon... Merci à toi, cher Lucien. T'as 2 minutes, pas plus, parce que tu m'as demandé, dans vraiment 2 minutes. Et après, je voudrais qu'il y ait les questions-réponses, et je voudrais, pour la première question, donner la parole au docteur Denis Agrève. D'accord, merci. Ce que je voulais dire, 2 choses, en fait, je serai très rapide. La première, en fait, c'est que j'ai été invité récemment à donner des conférences, c'est au moment du déjeuner, on m'avait posé la question, il y avait une pro-QAnon, et puis quelqu'un qui ne savait pas. Il me dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Je dis, écoute, quand on voit les résultats du monde aujourd'hui, s'il y a réellement des gens qui sont des chapeaux blancs, des je sais pas quoi, qui veillent sur nous, blablabla, ils sont vraiment pas très efficaces. Donc ce que je voulais dire, c'est que moi, si j'étais le Deep State, je créerais une opération comme QAnon, en disant, restez chez vous, il y a des gens qui veillent sur vous, vous inquiétez pas, Trump dirige toutes les armées du monde, etc., etc. En fait, je pense que la meilleure chose, c'est de ne pas oublier « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et je dirais même mieux, aidons-nous, et le ciel nous aidera. Ça, il n'y a personne qui viendra à notre secours. Et j'ai une dernière chose à dire. En fait, parce que je suis éditeur, donc du coup nous sommes à la source de beaucoup d'informations, enfin comme nos amis ici présents. Et ce que je voulais vous dire, c'est que nous rencontrons beaucoup de personnes qui sont inquiètes, évidemment, quand on voit l'évolution du monde, quand on voit l'évolution de l'Union européenne, de la Commission, etc., etc., des guerres partout et sans fin. Eh bien, néanmoins, par rapport à ce que je vois, ce sur quoi nous travaillons, ce que nous préparons, je vois des portes qui s'ouvrent dans tous les domaines, l'alimentation, la santé, l'énergie, à une vitesse sans précédent. On a l'impression en fait qu'il n'y a que le négatif ou que le mal qui est en train de triompher. Eh bien, moi, ce que je vois, ce sur quoi nous travaillons, au contraire, je vois une vague comme j'en ai jamais vu, et pourtant ça fait longtemps que je suis sur ces sujets-là. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est que, évidemment, aidons-nous et le ciel nous aidera, ça c'est sûr, mais qu'en plus,
Comme je dis, ça fait longtemps que je suis là-dedans et je n'ai jamais été autant convaincu qu'on n'est pas si loin que ça de l'âge d'or. En fait, il nous attend. Et on n'a pas le temps parce que... et c'est normal, on n'a pas le temps. T'as fini, non Il me reste 12 secondes. Et en fait, sur les 12 secondes, ce que je voulais vous dire, c'est que donc, ne perdez pas confiance. Même quand c'est difficile, je l'ai dit, sentez une fleur, écoutez un chant d'oiseau, etc., etc. Mais ne perdez pas confiance parce qu'en fait, on va y arriver. Nous allons y arriver tous ensemble. Merci. Alors, Denis Adret, docteur Denis Adret, que vous connaissez tous, qui a eu énormément de courage, qui a refusé justement. Vas-y, t'es pas trop long, s'il te plaît. Je sais que t'aimes bien être long. Hein. Non, moi je vais être très synthétique. Après, j'aurai Nicolas, j'aurai encore d'autres. Alors bonsoir tout le monde, merci de m'accueillir. Merci à Géraldine d'avoir organisé ça et de m'avoir fait venir à la dernière minute. Je veux dire juste en préliminaire, c'est pour mes amis du Conseil de l'Ordre des médecins et les chers ministres de la Santé qui me regardent tous les jours. C'est peut-être les premiers followers. Je me détache des propos qui viennent d'être dits pour garder ma légitimité de médecin et dans les médias mainstream de ne pas être traité de complotiste ou d'antivax. Moi, je suis juste là pour apporter des données non officielles depuis le début. Et pour rappeler une donnée, vous tapez Denis Adret pétition, vous pouvez aller vérifier. Et depuis le 6 mars 2021, j'ai montré, source à l'appui de l'Agence nationale de sécurité du médicament, qu'il y avait des décès dus au vaccin du Covid. Et dès juillet 2021, j'ai montré, avec un témoignage d'une maman qui s'appelle Céline Caron pour le fils Quentin Caron, que son fils avait été en réanimation en Narbonne avec une myocardite IRM cardiaque à l'appui. Tout de suite, les médias ont dit « Ah, les myocardites, c'est une évolution favorable et c'est rare. » Manque de peau, presque 3 ans après, ce n'est pas rare. Et puis des myocardites, on l'a bien compris, ça évolue en insuffisance cardiaque, en infarctus, en fibrillation auriculaire, en caillots qui se forment dans les cavités cardiaques et en AVC, voire en décès. Il y a ici Michel Musso, qui a perdu sa fille, et il y a plein d'autres parents qui ont perdu leurs enfants. Un énorme problème, c'est l'application de la justice. J'ai fait des vidéos, et vous les retrouverez. J'ai des plaintes déposées à la gendarmerie, à Montpellier, avec des numéros de plainte qui ne sont toujours pas instruites, où j'ai cité, chiffres à l'appui de la NSM, quasiment plus de 2000 décès, c'était en décembre 2022, et plus de 45 000 effets indésirables graves. Et j'ai cité 4 médecins, Olivier Véran, François Borne, les 2 présidents du Conseil national de l'Ordre des médecins, Patrick Bouet et François Arnaud. Et dans cette plainte, en gros, ils sont mis en accusation pour mise en danger de la vie d'autrui, menace de mort et homicide. Mais aujourd'hui, vous voyez, ça fait 1 an que cette plainte elle est enregistrée, mais le procureur de la République a toujours pas instruit cette plainte. Alors, il y a un vrai problème de justice. On a un ministre de la Justice qui vient d'être relaxé, mais qui fasse son boulot. Et si ça ne se passe pas, la conscience des gens, y compris des gens vaccinés qui tous les jours vivent dans leur chair des effets indésirables graves, vont demander cette justice. Donc voilà ce que je veux vous dire. Et l'autre chose, vous voyez, vous parlez de choses meilleures pour l'avenir. Il faut aussi rassurer les gens. L'ARN messager, ça se dégrade par des enzymes et ça ne va pas transformer votre génétique d'être humain. Vous prenez un bouquin, alors tout de suite on va nous attaquer, mais c'est un best-seller, c'est La biologie des croyances de Bruce Linton. Il vous dit qu'il y a 50 billions de cellules dans votre corps. Comment vous voulez qu'une petite injection d'ARN messager vienne modifier la génétique, l'ADN de toutes vos cellules, de 50 billions de cellules? Ce n'est pas possible. Alors qu'il y ait de l'inflammation, du fait qu'il y ait une protéine où il y ait des réactions immunitaires, et Jean-Marc Sabatier l'a très bien décrit, qui fasse qu'il y ait de l'inflammation vasculaire, des myocardites et des vascularites, ok. Et ce que je veux apporter comme propos là-dessus, c'est que tout le monde ne va pas faire de cancer, tout le monde ne va pas mourir, et que si demain on nous laisse accéder aux médias mainstream, et j'ai encore fait une publication récente sur France Inter,
et France Info parce qu'ils cherchaient des lanceurs d'alerte, donc je suis encore allé taper à leur porte. On a des solutions pour, en population générale, pouvoir accompagner les gens vaccinés, qu'ils aient une dose, 2 doses, 3 doses, ou des Covid longs qui n'ont eu que du Covid lié au virus. Mais aujourd'hui, on nous empêche d'avoir une vraie recherche clinique en France. Et le souhait de tout ça, c'est que on sorte de cette guerre qui nous a été annoncée en mars 2020 et qu'on aille réellement en paix. Je vous donne un exemple. Le 5 décembre, je finis là-dessus. Le 5 décembre qui vient, j'ai encore une audition au conseil départemental de l'Hérault à Montpellier, où je suis convoqué pour une plainte d'octobre 2021 suite à la publication du certificat de vaccination de Mélanie Massip, qui est une enfant qui est décédée à 15 ans à cause de Pfizer, d'une myocardite. J'ai l'IRM cardiaque dont les parents m'ont transmis le dossier médical. Et l'objet de cette plainte, c'est une infirmière dont j'avais oublié d'enlever le nom sur le certificat de vaccination. Je m'en suis excusé. Et le Conseil national de l'ordre des infirmiers porte plainte pour moi. Et vraiment l'objet du 5 décembre, et c'est écrit dans leur courrier, c'est tentative de conciliation. Donc c'est pas tentative, c'est qu'on va réussir. Et moi, mon intention, c'est qu'on arrive à cette conciliation et que je présente mes excuses et que, en retour, ils puissent aussi les accepter et qu'on puisse sortir de ce combat qui est une guerre entre êtres humains, qui est un peu une hérésie de notre corps unitaire. Et on a besoin de fonctionner tous ensemble et d'arriver dans la paix. Et ça, je pense que ça fera le plus grand bien à tout le monde. Donc voilà, merci de m'avoir donné la parole. Merci à toi, merci à vous. Bravo pour ton action, tu as beaucoup de courage, parce que c'est pas évident. Beaucoup n'ont pas eu ce courage-là. Et bravo, parce qu'il faut savoir que Denis, il est quand même harcelé par le Conseil de l'ordre et par des confrères malveillants aussi d'ailleurs. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le courage, c'est pas tant, c'est juste d'être dans l'action, d'être dans l'absence de peur. Alors tout ça, ça se travaille avec plein d'outils psychologiques que les grands ministres connaissent, que les gens de l'ENA... en fait, ça, c'est des techniques juste d'appréhension, de gestion des émotions. Bon, je ne vais pas vous faire le speech ce soir, mais juste par la respiration, juste par se sortir de, entre guillemets, la peur et la paranoïa médiatique permanente qu'il y a depuis 2 ans, 3 ans. Si on arrive à se soustraire de ça, juste, je vous donne un exemple, en allant marcher dans la nature, eh ben on a de la force, et peut-être notre quotidien il est très différent de ce qui plane comme peur tous les jours. Voilà. Merci à toi, cher Denis. Alors elle a levé la main, donc elle vient de Belgique, de Laurence Kaiser, docteur Laurence Kaiser, que j'aime beaucoup applaudir là. Tu sais, chère Laurence, elle nous informe sur ce que c'est fou. Bon, faut dire c'est des fous. Faut dire c'est des malades avec titre de l'État belge ou français sur nos enfants. Et pour le coup, docteur Laurence Kaiser, qui est gynécologue, chirurgien, obstétrique, lanceur d'alerte, je peux dire lanceur d'alerte aussi. Et romancière. Romancière aussi. Là, pour le coup, vous devez savoir ce qui se passe, parce que là, nous, notre devoir, c'est d'informer sur l'attaque contre nos enfants. Oui, alors, merci beaucoup, merci Mike. Je prends la parole quelques instants. Je suis gynécologue effectivement en Belgique. Je suis pour l'instant dans un combat effectivement avec Ariane Véran, Virginie Desarroyo-Requia et d'autres médecins, également Régis Bruno, le docteur Frédéric Goreguer qui est pédopsychiatre en Belgique. Et nous sommes très préoccupés, bien entendu, de tout ce qui se trame autour des enfants, de l'hypersexualisation qu'on nous propose dans les cours, et des traitements qu'on va vendre aux enfants. Donne-nous ces 2-3 exemples, parce que j'étais eu à Radio Courtoisie, tu m'as donné ces 2-3 exemples. Et moi, personnellement, j'en suis pas revenu, je dis ça sincèrement, ça m'a même surpris pour le coup, ce que tu m'as dit.
Donc dis-le là à la salle, les 2-3 exemples d'hypersexualisation que veut imposer l'éducation nationale aux enfants. Oh bah, on a vraiment le choix parce que entre 0 et 4 ans, l'OMS dit que les enfants doivent être initiés à la masturbation infantile précoce et doivent se sentir à l'aise avec leur corps et ceux des autres, et que ça doit être accompagné par des partenaires adultes. Dans la version espagnole, Ariane Biran, elle vit en Colombie, donc elle parle couramment espagnol. Dans la version espagnole des textes de l'OMS pour l'éducation à la sexualité des enfants, ou éducation sexuelle des enfants, il est dit qu'il faut favoriser la sexualité con penetración à 6 ans. Donc vous n'avez pas besoin de traduction, je pense. Il est également précisé par l'ONU-SIDA que nul ne peut être entravé dans son droit à jouir sexuellement, et bien entendu que ça ne peut pas être un critère par âge. Donc si les enfants sont consentants, ils peuvent choisir un partenaire adulte. Et même un partenaire enfant, ça n'irait pas. Hein. Mais ça, c'est l'OMS. Il y a aussi, qu'est-ce qui se passe en Belgique actuellement ? Et en Belgique, il y a une nouvelle réforme, éducation nationale, sur les enfants. Mais quand ça arrive en Belgique, ça arrive forcément en France. Oui, bon, on voit bien que des tests sont effectués partout dans le monde et ils poussent les curseurs un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Chez nous, nous avons le guide EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Je vous signale que vous avez le guide EdSens qui est pas mieux, où il est... Qu'est-ce que c'est exactement ce guide ? Donc le guide EdSens qui est une référence apparemment pour l'éducation nationale. C'est une référence pour informer les personnes qui vont faire les animations dans les écoles. On prépare les animateurs à répondre à des questions des enfants. Par exemple, des questions que les enfants pourraient poser, paraît-il, c'est: pourquoi mon frère a-t-il le kiki tout dur ? Ou est-ce que tous les papas font pipi dans la bouche ? Ou est-ce que toutes les mamans font le sexe avec des chiens ? Je ne sais pas quels enfants vont penser à poser des questions pareilles. Je pense que si un enfant pose une question comme ça, il faut d'urgence alerter les services sociaux parce que c'est très très inquiétant. Mais là, on tombe sur un autre problème, évidemment, c'est que la corruption étant partout, les services sociaux vont probablement ne pas faire leur travail. Et peut-être même confier l'enfant aux abuseurs, parce que c'est ce qu'on vous remonte actuellement. Il y a 97% des plaintes pour abus sexuels qui sont classées sans suite. Et ça, c'est aussi bien en Belgique qu'en France. C'est très 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 grave. Vous avez des juges qui se permettent de proposer leur enfant de 12 ans pour une partouze et qui sont totalement acquittés. Hein. Ça, c'est un juge français. Voilà. Donc, je pense que ici, nous avons une corruption massive de tout le système, que ce soit le système éducatif, la justice, la sécurité, le système, l'économie et évidemment la médecine, et que nous allons peut-être effectivement, sans doute, nous en sortir. Je pense que ça prendra encore un petit peu de temps, mais qu'il faut aujourd'hui que chacun reprenne son rôle, que chacun fasse son travail correctement, que les journalistes informent par exemple, ce serait pas mal, et que ceux qui détiennent des informations capitales trouvent le courage de les partager avec nous afin qu'on puisse faire la lumière surtout. Je ne parle pas que de la médecine, bien entendu, je parle de tous les domaines. Alors me contacter... Et comment te soutenir aussi sur ton action, parce que il y a toi, il y a Alain Guillerand, il y a Maître Orokia, mais c'est pas... Donc nous avons... peut-être un peu seul. Voilà. Nous ne sommes pas seuls, nous avons une association qui s'appelle Honest, Organisation nationale pour l'éthique, la santé et la transparence, qui relaye une pétition. Donc vous pouvez taper ONEST sur le moteur de recherche, vous allez trouver, vous pouvez partager la pétition. Nous faisons des actions, nous faisons des publications, des conférences, des séances, des capsules vidéo pour informer les parents. Il y a évidemment des collectifs de parents qui se créent un peu partout en France, en Belgique. Il y a les parents
Parents et citoyens de France, Parents en colère, les Mamans louves. Nous travaillons aussi avec les parents en action. Enfin, il y a énormément de mouvements qui se passent, mais je pense qu'individuellement, nous devons chacun trouver le courage de parler, de dénoncer, d'apporter des éléments factuels si nous en avons dans nos domaines respectifs pour que nous puissions vraiment étaler la vérité au grand jour et fournir des outils à la résistance. Merci beaucoup Charles-Laurent, applaudissez là. Alors on a notre ami Nicolas. Alors, je donne la parole aux Belges là c'est le gang des Belges qui arrive. Nicolas, qu'est-ce que tu as à dire toi? C'est pas un texte de 10 pages là. Non mais ça va être bon, je peux être très concis quand même. Bonjour à tous. Alors moi je travaille j'ai fait plein de métiers dans ma vie. En Belgique je suis, on peut dire, un militant. J'organise ce genre de conférences en Belgique et donc en France, qui fait les QR codes. Donc il y a eu le monopole qui a été pris par l'Europe pour justement s'occuper de tout ce qui est QR code. Et quand on va chercher dans la société Jouve, eh ben, c'est des politiciens français qui sont à la tête de cette société. Alors aussi, on a la société Thales. Eux, c'est plus plutôt la reconnaissance faciale. Les empreintes, parce que maintenant en Belgique, quand vous allez chercher votre carte d'identité, vous devez mettre vos empreintes. Et bizarrement, ils ont oublié de dire que dans la nouvelle carte d'identité belge, donc il y a la puce, celle qu'on voit sur les cartes de banque, mais il y a une autre puce en dessous. On ne sait pas à quoi elle sert, et on ne nous a pas dit qu'il y en avait une deuxième. Et donc c'est vraiment bizarre qu'on ne donne pas de cette information. Même à la commune, les gens de la commune ne savaient pas qu'il y avait une deuxième puce insérée dans la carte d'identité, mais si on prend un téléphone et qu'on fait la lampe, qu'on passe la carte d'identité dessus, on voit la puce à l'intérieur. Ça c'est vraiment des choses que... Alors je vais en vitesse, mais ça va vraiment prendre 2 minutes. J'ai aussi été travailler chez Big Pharma, donc on a été construire un bâtiment chez Big Pharma. Lui c'est plus ou moins la grandeur d'un terrain de football, 25 mètres de haut, et c'est à côté de chez Bayer. Et donc c'est la firme Takeda, qui est aussi qui travaille pour Big Pharma, enfin qui est une Big Pharma. Et là, j'aime bien visiter, moi, quand je suis là-dedans, j'ai posé des questions et tout, mais bon, comme je suis le livreur avec mon petit casque jaune, il ne se méfie pas trop de ce qu'il raconte. Et donc cette société va recevoir du sang humain du monde entier. Ils vont le purifier, et puis ça va être un nouveau médicament. Et je dis, ouais, mais pourquoi faire? Ils disent, on s'est rendu compte que ces derniers mois, il y a de moins en moins de gens qui ont des plaquettes et qui ont des défenses immunitaires. Donc on va prendre du sang du monde entier, on va le purifier, et on va mettre des plaquettes et du sang, des globules blancs dans le sang, et comme ça les gens ils pourront s'injecter. Oui, mais je dis, mais pourquoi prendre du sang du monde entier? Il dit, il faut vraiment beaucoup de sang. Mais je dis, pourquoi le purifier? Il dit, en Belgique, ça va, on fait un don de sang, donc on ne reçoit pas d'argent. Donc on va donner son sang, c'est envoyé à l'usine. Par contre, le sang américain, quand vous allez donner votre sang, eh bien là, il n'y a pas de questionnaire, et en plus vous avez une prime. Donc vous avez chaque fois des sous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a les pauvres, et les drogués, et les gens qui ont le sida, qui vont donner leur sang. Et après, soi-disant, on va le purifier. Et donc cette firme, c'est la firme Takeda, c'est une firme japonaise, qui va faire ça en Belgique ces prochaines... Mais pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que ça va être comme médicament? Comme les gens vont ne plus avoir de défense immunitaire à cause du vaccin, c'est pour redonner, pour remplacer ce qu'ils auront perdu. Alors j'ai expliqué ça dans une conférence qui s'est tenue en Belgique, une conférence animée par Artemus, qui fait aussi des conférences comme ici. Et donc j'ai expliqué ça. Mais c'était en construction. Hein. Et puis il y a un monsieur qui est venu me voir après la conférence et il me dit, ma maman, elle s'est fait injecter et maintenant elle a ce protocole. Et donc elle va chercher du sang à la pharmacie qu'elle s'injecte. Donc c'est déjà en route, quoi. C'est pas des fake news, c'est déjà vraiment en action. Pour ce qui est de la transition écologique, qu'on parle, qu'elle soit par le numérique, qu'elle passe par le numérique. Donc
je fabrique aussi des éoliennes, enfin j'ai coulé du béton pour les éoliennes. Une éolienne, c'est entre 500 et 800 mètres cubes de béton. C'est plus ou moins 50 à 100 tonnes de ferraille. Et beaucoup d'éoliennes ne sont pas raccordées. Donc vous les voyez tourner, mais elles ne sont pas raccordées au réseau. Donc elles tournent pour rien. Et donc là derrière, il y a aussi une mafia, mais phénoménale, pour installer des éoliennes, mais quelque part, elles tournent dans le vent. Mais elles ne font pas d'électricité. Et voilà, je pourrais parler pendant des heures. Hein, bon. Bah, merci à toi. Merci à vous. J'ai un dernier intervenant. C'est pas Ingrid, viens. Tu vas nous parler du syndicat là, CSIERP. Vas-y, viens. T'en as pour 2 minutes, t'as vu? C'est elle, hein. Tu te retournes contre elle. Ça, voilà. Je pensais faire des questions-réponses, attends, c'est bon. Vas-y. Merci. Il y en a pour quelques secondes. Il s'agit, en fait, il y a quelqu'un qui s'est mobilisé et qui a créé un syndicat. En fait, il s'agit des PGE. C'est pour tous les dirigeants de TPE, PME qui sont en difficulté parce qu'ils ont fait le prêt garanti par l'État à un moment critique de leur fonctionnement économique, on va dire. Et ça les a peut-être secourus, mais là, il y a des milliers d'entreprises, de petites entreprises qui se retrouvent en grande difficulté, qui ne peuvent pas rembourser. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Antonio Impellizzeni, c'est ça? Oui. Hein, j'ai du mal à écrire. Non, j'ai mal écrit, je le retiens pas bien. Donc Antonio Impellizzeni, il est sur YouTube, il a communiqué largement, tu l'as interviewé aussi, il me semble. Il y a longtemps. Ouais. Et donc, il a créé un syndicat qui s'appelle le CSIERP. C'est le collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients. Ce qu'il faut rajouter, c'est que, toi aussi d'ailleurs, vous travaillez avec Valérie Bugot et il travaille aussi sur Révolu Droit de Valérie Bugot. En fait, Valérie Bugot soutient sa démarche parce qu'en fait, il a fait un appel à mobilisation que les dirigeants de TPE, PME rejoignent son syndicat parce que ça leur permet de suspendre le remboursement de leur emprunt. Et c'est... Parce que voilà encore un truc qu'a fait l'État, hein, c'est-à-dire en disant oui mais empruntez, on va vous rendre l'argent, et puis en fin de compte non, et les entreprises françaises vont pour la plupart se casser la gueule. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. S'il vous plaît, communiquez autour de vous si vous en connaissez des gérants d'entreprises qui sont en difficulté. C'est le CSIERP. Merci à toi, chère Ingrid. Merci à vous d'avoir été si nombreux ce soir. Et puis on va, là on a notre avis, on va pouvoir discuter entre nous. Allez, à toutes.